Pour moi, 99% des gens peuvent travailler à distance. Je pense pas que des gens soient pas capables de travailler à distance. Je pense qu'il y a des cultures de boîte qui font que c'est très très dur de travailler à distance. Et ça, c'est génial. Parce que à la fin, vous allez être toutes les deux dehors. Moi, je vais finir. Qui m'écoute? Si chaque journée comptait 1 heure de plus, à quoi souhaiterais-tu la consacrer? Ah, c'est une super bonne question. Franchement, bon, enfin non, ok, genre je prends une demi-heure, je prends 2 demi-heures. Une demi-heure famille, donc clairement c'est, je pense, un peu la plaie de plein de dirigeants, mais clairement passer du temps avec mon fils, etc. Ça, je pense, c'est sûr. Et surtout du temps de qualité, parce que c'est un peu le problème où on se retrouve très souvent à juste faire les soirs, etc., où c'est un petit peu plus, il y a plus de fatigue, etc. Et la deuxième demi-heure sur des side projects, je veux dire, un mois de mes plus grandes frustrations depuis que j'ai lancé Slide, c'est avant Slide, donc j'ai lancé quelques projets, enfin des boîtes, mais voilà, qui n'étaient pas forcément très successful. En fait, pendant toute cette phase-là, pendant l'école, etc., moi j'ai toujours fait ça, j'avais un carnet de notes rempli d'idées de boîtes en permanence. Et j'avais plein de side projects, j'avais toujours un truc qui traînait, qui n'était pas forcément des trucs très intéressants ou très, très bien, mais en tout cas qui, moi, me passionnait, qui m'intéressait, qui me permettait de découvrir des technologies. Et il y a vraiment un avant-après, je peux ressortir c'est dans Google Keep que j'avais ça. J'ai juste cette espèce de liste infinie. Et en 2016, la source se tarit parce que j'ai trop de temps de cerveau qui part dans Slide. Et c'est trop bien, c'est un bon signe. Mais j'adorerais avoir une demi-heure de plus où je puisse penser à d'autres choses et faire des projets qui n'ont rien à voir. Ok. Voilà. Si tu pouvais te transformer en un objet inanimé pendant une journée, lequel choisirais-tu? Je pense je sais pas, un poteau dans la rue, un endroit un peu stylé où tu vois plein de gens passer, tu vois ce que je veux dire, un endroit... Un poteau dans quelle rue? Bah oui, c'est ça, non mais un truc où je pourrais observer des trucs un peu marrants, je sais pas, tu te mets un poteau devant la sortie des boîtes et tu regardes les gens qui font de la merde en sortie, voilà. Pas mal. Donc Christophe, je suis enchantée de discuter avec toi aujourd'hui. Donc toi, tu es cofondateur de Slide, une entreprise qui a été fondée en 2016 et qui propose un outil de collaboration en ligne. Vous avez fait le choix audacieux, si je puis dire, de transiter vers un modèle full remote en 2018. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et j'aimerais en savoir un peu plus sur ta vision du travail à distance. Ma vision du travail à distance, je pense qu'elle est basée sur notre expérience. Nous, on a commencé sans vouloir faire du remote au démarrage. Et il se trouve qu'on a rencontré Arnaud, notre premier employé, avec Pierre, donc mon cofondateur, qui était donc un développeur, qui était à Tours, qui était un ami d'amis et qui était génial. Énorme fit humain, il est toujours avec nous, c'est un mec que j'adore. J'étais à son mariage, il était à mon mariage, enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui compte énormément pour nous. Et il était à Tours, 1 heure de Paris ou 1 heure et demie, je sais plus. Il n'allait pas bouger, il était avec sa copine, etc. Et juste pour nous, c'était, tu vois, il se disait, mais comment est-ce que je vais faire en fait, vous êtes à Paris, nanana. Et pour nous, c'était une non-question, tu vois. On était là, on s'en fout en fait, t'es à 1 heure et demie, évidemment qu'on peut travailler comme ça. Et en fait, c'était un peu une évidence à la base. On était aussi, je pense, assez excités sur le côté de se dire, peut-être que dans le futur, on ira vers un modèle genre un peu full remote. On était très enthousiaste par les modèles de buffer ou ce genre de choses. Et le côté lifestyle que ça procure. C'est une énorme partie du remote, c'est juste de trouver les gens avec qui, d'un point de vue humain, d'un point de vue culturel, d'un point de vue évidemment hard skill, tu as le meilleur fit. Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas te permettre de faire quand tu es que dans une ville. Et le deuxième côté, c'est très personnel. Avec mon cofondateur d'ailleurs, on a tous les deux déménagé de Paris pendant la durée de Slide pour des villes où on est bien plus heureux. Et respectivement, tu vois, moi j'en pouvais plus de Paris, je suis allé à Berlin. Lui, il en pouvait plus de Paris, il est allé à Nantes. Et lui, tu vois, limite, il était en burn-out d'être à Paris. Il était venu à Paris pour Slide. Et heureusement, il est reparti, il est allé vivre à Nantes où il est trop heureux. Et ça, c'est quand même exceptionnel de se dire qu'en fait, dans une réalité alternative où le remote n'existe pas, peut-être que Slide se sera arrêté 4 fois à cause de ce genre de choses. Du coup, donc Slide, vous êtes une boîte full remote. Quelle est votre politique exactement? Alors, on a commencé avec un bureau à Paris, donc il y a longtemps, mais avec un bureau à Paris
et des employés en France à la base. Ensuite, on a commencé à recruter. On était allé à Y Combinator, donc aux US. En rentrant, on avait levé un tour de seed. On avait commencé pour le coup à recruter pas mal de gens. Et là, on avait regardé partout en se disant il faut qu'on tape dans le talent là où il est. Et là, du coup, c'était vraiment, ça commençait à être, voilà, vous pouvez travailler où vous voulez. Alors, on était encore en train de trouver comment administrativement on gérait ça, etc. C'était pas très clean, mais on a appris au fil des années. Et ensuite, on a commencé à dire, on nous restait un hub à Paris avec de moins en moins de personnes. Tu vois, on a commencé, je sais pas, on était peut-être 10 à Paris ou 8 à Paris. Puis peu à peu, les gens commençaient à dire, on disait, genre si jamais vous avez envie de travailler 3 jours par semaine à tel endroit, du coup les gens, tu vois, mélanger un week-end qu'ils allaient passer à Marseille, ils rajoutaient 3 jours pour en profiter au maximum. Et on a commencé à leur dire, écoutez, il n'y a aucun souci, etc. Mais du coup, le bureau était sizé pour 20, je crois, parce qu'on avait envie que tout le monde puisse venir pour nos off-site. Et en fait, on a commencé à être 3 en permanence dans le bureau. Donc là, j'ai commencé à me dire, bon, ok. Là, non seulement c'est pas très intéressant d'un point de vue financier, mais en plus, c'est peut-être une opportunité pour vraiment développer à fond et qu'il n'y ait pas d'asymétrie d'information entre les gens qui sont sur place et les gens en remote. Et du coup, depuis, on a vraiment des gens partout dans le monde. Alors avec un petit laïus, mais des gens partout dans le monde. Il n'y a pas de bureau pour l'instant. Je me demande, c'est pas impossible qu'on recrée des hubs à un moment sous certains modes de fonctionnement. Mais voilà, en tout cas, c'est la politique aujourd'hui. Et on recrute principalement en Europe. Et ça, c'est une volonté qu'on a mis en place justement pour réduire l'impact carbone qu'on a quand on se rassemble. Donc on a peut-être, aujourd'hui, on a 5 personnes qui sont en Amérique, donc Argentine, États-Unis et Canada. Je pense que ça va rester à peu près cette quantité de personnes sur le terme. Et en Europe, où seront situés les collaborateurs ? France, Portugal, Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Lituanie, Angleterre. Et comment vous avez formalisé cette politique ? Alors évidemment, on l'a mis par écrit. On a mis par écrit des règles, c'est-à-dire que nous, on est un espace de partage de connaissances. Donc évidemment, on a un handbook sur le remote, et d'ailleurs sur lesquels on explique les raisons pour lesquelles on fait du remote. Et après, en fait, sur les différents aspects, on a de la documentation. Donc typiquement, à un moment, on devait avoir des gens qui étaient en contracteur, donc en freelance, même si en réalité, tu vois, ils travaillaient vraiment de manière comme des employés, quand on avait des performances revues, etc. Ce qui était très tricky et je ne recommande à personne de faire, mais on n'avait pas le choix à l'époque parce qu'il n'y avait pas les mêmes systèmes que Deal ou Oyster à l'époque. Ça, c'est le genre de truc, voilà, on allait voir une documentation sur ça, pourquoi on fait ça, etc. Comment est-ce que ça marche les bénéfices sociaux selon les pays, comment est-ce que notre salary modèle marche selon les pays, comment est-ce que c'est quoi les différences, tu vois, selon tel ou tel pays qu'on propose en termes de bénéfices, comment est-ce que l'equity marche selon tel ou tel pays, tout ça c'est documenté dans notre knowledge base. Voilà. Ok, et du coup, quels sont les bénéfices justement liés au travail à distance que vous offrez chez Slight ? En gros, quand tu rejoins Slight, si tu rejoins Slight demain, on te paye ton setup de home office, si jamais tu as envie d'avoir un setup de home office. Donc je crois que l'ordre de grandeur c'est 2000 balles pour que tu aies un bureau qui va bien, ton moniteur, ton casque, tu vois, ton micro si jamais tu fais du social media ou du content. Enfin vraiment tout ce qui fait que tu te sentes bien dans ton espace de travail. 2000 €, il faut le mettre en contexte d'un espace de bureau. Un espace de bureau, tu payes en gros 500 à 700, enfin on va dire 300 à 700 € par personne par mois. Donc concrètement, tu vas c'est rentabilisé en quelques mois. Derrière, on rajoute le fait que, et je crois qu'il y a un petit différentiel si jamais tu es pure home office et que tu n'as pas envie d'aller au coworking, tu as un petit upside. Et sinon, c'est un peu moins, mais tu as quand même de quoi avoir ton setup de home office. On te paye ton coworking. Et ce qu'on dit, c'est que concrètement, on paye tout jusqu'à WeWork. Parce que tu as des petits coworking de luxe, évidemment, on ne va pas payer ça. WeWork, c'est déjà assez cher. Mais par contre, c'est essentiel d'avoir un espace où tu puisses débrancher, tu ne sois pas chez toi. Et nous, c'est quelque chose qu'on recommande énormément aux personnes, d'avoir les deux. Okay. C'est quand même bien mieux. Tu parlais des rituels. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu quels sont les rituels chez Slight ? Ouais, alors c'est des choses qui évoluent énormément. On est très, très, très évolutif sur ce genre de choses. Les grandes lignes, c'est qu'on a... En termes de réunion d'équipe, on se réunit 2 fois par an avec toute l'équipe aujourd'hui. Ça a beaucoup, beaucoup évolué au fil des années. Aujourd'hui, c'est le bon équilibre. Donc, on a 2 All Hands of Slight où vraiment tout le monde se rassemble pendant une semaine. On va parler stratégie, on va faire de l'idéation, des workshops people, donc typiquement des formations à donner du feedback, ce genre de choses.
Et on va faire un petit côté hackathon ou en tout cas idéation sur le futur. Donc ça, c'est vraiment essentiel. C'est surtout une semaine pour créer du lien, pour que les gens créent de la confiance, etc. Pour les gens qui viennent d'arriver, on a des off-site d'onboarding. Donc si jamais tu rejoins Slide demain, ton manager a priori et les pairs les plus proches vont s'arranger pour venir te voir. Si jamais, ou que tu viennes les voir d'ailleurs, mais en tout cas avoir 3-4 personnes qui se réunissent pour vraiment que tu te sentes genre déjà proche de l'équipe. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est quelque chose qui est un peu… que toutes les personnes qui l'ont expérimenté le savent, mais la première fois que tu rencontres quelqu'un en physique dans un setup remote a une valeur, c'est un peu un seuil en fait. Tu passes quelque chose où derrière c'est très très dur de perdre la confiance, alors que quand tu ne l'as jamais vu que des calls, c'est très très dur de construire la confiance. Donc tu as un espèce de côté, un retour sur investissement non linéaire, où vraiment juste voir une fois la personne, ça a un énorme avantage. Par contre, tu n'as pas besoin de la voir tous les mois, mais voilà, l'avoir une fois, c'est extrêmement important. Ça, on le fait toujours pour les onboarding. Donc ça, c'est les rituels où on se retrouve ensemble. On a aussi les squads ou les endroits, les gens par région qui peuvent se réunir de temps en temps. Et on essaie de stimuler ça le plus possible. Ensuite, en termes de communication, on va avoir donc ce weekly update qu'on fait toutes les semaines. On va avoir, tout le monde reçoit l'investor update, donc investisseur update, donc on écrit un update pour nos investisseurs qu'on partage, on est très transparent sur nos chiffres. Et après, ça va être beaucoup de méthodes de travail plus asynchrones. On va avoir beaucoup de channels dédiés dans Slack qui sont vraiment clés, donc un channel d'update où tout le monde publie quand il y a quelque chose d'important qui a été changé, donc ça peut être un article de blog, ça peut être un nouveau webinar qui a eu lieu, ou bien ça peut être une feature qui a été changée, une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle exploration, ou un nouveau deal qui a été closé, ce genre de choses. On a un autre channel Slack qui est vraiment clé qui s'appelle Water Cooler, donc fontaine à eau. Donc vraiment l'idée d'avoir l'endroit social où les gens peuvent partager toutes leurs pensées, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tous les matins, tout le monde va se dire, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de personnes vont dire bonjour, comment ça va, nanana. Donc à plusieurs moments de la journée, tu vois, l'Argentine va arriver après. Et ça, c'est quelque chose où c'est vraiment une culture qui se base sur l'exemple. Mais les gens, en fait, se sont mis au fil des années à beaucoup partager des photos assez personnelles, tu vois, genre des choses qu'ils ont fait le week-end, des photos de leur famille, ce genre de choses. Ça, moi, je trouve ça génial, mais après, c'est vraiment une question de culture d'entreprise. Et évidemment, c'est pas forcé. Il y a plein de gens qui ne disent jamais bonjour et c'est pas un problème, tu vois. C'est pas quelque chose qu'on regarde non plus. Et après, on va avoir d'autres rituels qui sont plus parsemés, genre notamment quelque chose qui est génial, un peu dans la même ligne, qui s'appelle des team intros. Donc on a cette collection slide dans lequel tu as tout le monde qui a son document avec quelques métadatas en disant quelle langue je parle, tu vois, d'où je viens, etc. Et où en fait les gens écrivent une sorte d'article de blog sur leur histoire qui sont pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés dans ce secteur, qu'est-ce qui les a menés à, je sais pas, aimer le design par exemple, quelles ont été leurs expériences avant Slide, pourquoi Slide, à raconter leur passion personnelle, etc. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, les gens qui arrivent demain, en fait, déjà, les nouveaux, ils vont voir en fait tous les documents des autres et ils vont être capables de dire ah, c'est génial, tu vois, on partage cet intérêt, etc. Le premier one-one, ça va super bien se passer, on va parler de ça. Et la personne qui vient d'arriver, elle écrit tout ça, on lui demande de le faire dans la première journée. Et en fait, directement dans sa première journée, tu vas avoir plein de personnes qui vont interagir avec elle, qui vont mettre des commentaires en disant ah, c'est trop bien les dessins que tu as fait quand tu étais, j'en sais rien, tu vois, genre ce truc que tu as développé plus tôt, ce side project, je l'avais utilisé, etc. Et en fait, ça crée des interactions, les gens sentent faire partie de l'équipe. Ok. Certaines entreprises font le choix de faire un processus de recrutement en full remote, alors que d'autres choisissent à certaines étapes décisives du processus de faire du présentiel et de rencontrer leurs candidats en face à face. Quelle est la manière de procéder chez Slides ? Alors nous, depuis qu'on est passé en full remote, on le fait en full remote. Quand on a la chance d'avoir le candidat dans la même ville, on peut de temps en temps avoir une étape qui se passe de cette manière-là. Honnêtement, moi, je suis plus habitué, et la plupart des personnes chez Slide sont plus habituées en fait à gérer le recrutement de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on est très explicite sur ce qu'on attend à chaque étape. On le note sur Slide, et du coup, en fait, c'est vrai qu'on est habitué à un mode de recrutement full remote. On est derrière notre écran, etc. Ce qui change rien à la qualité des gens qu'on a recrutés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est complètement réalisable. Et du coup, oui, en fait,
La grosse étape qui change, c'est le sourcing, parce que tu peux chercher n'importe où. Mais après, le reste des étapes est très très similaire. C'est juste qu'on est peut-être un peu plus appliqué sur le fait de vraiment prendre des notes, être clair sur la scorecard, vraiment s'assurer que tout le monde la remplisse et soit très carré. Ok. Comment vous évaluez l'aptitude des candidats à travailler à distance? Alors, c'est une bonne question. Pour moi, 99% des gens peuvent travailler à distance. Ok. Le problème pour moi, c'est un débat qui est assez fréquent dans le milieu du remote. Je ne pense pas que des gens ne soient pas capables de travailler à distance. Je pense qu'il y a des cultures de boîte qui font que c'est très très dur de travailler à distance. Quand tu travailles dans une boîte qui est très top-down, qui ne crée pas ce genre de moment de relations humaines, etc. Bon, bah là, effectivement, ils vont peut-être devoir choisir des personnes un peu asociales, qui sont prêtes à se faire taper dessus, qui n'ont pas beaucoup de confiance. J'exagère, mais tu vois ce que je veux dire. Genre, peut-être que là, ils vont devoir chercher certaines personnes. Mais quand tu es dans un environnement qui fait tout pour que les gens se sentent bien, qui comprennent les problèmes du remote, les challenges du remote, je pense fondamentalement, enfin nous sur tous nos recrutements qu'on a fait, ça n'a jamais été un souci le fait d'être capable de travailler en remote. Après, il y a un côté de batterie sociale, où si la personne ne sort jamais de chez elle, je pense qu'il y a des gens qui se mentent un peu à eux-mêmes, ils ont l'impression que ça leur va. Et en fait, c'est un changement tellement radical de mode de vie, où ils étaient dans un bureau, plus pas trop de vie sociale à côté, mais tu vois, c'est des gens un peu introvertis et tout, ça leur allait, mais du coup, ils avaient quand même une batterie sociale qui se remplissait. Et je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte de l'impact que ça a. Mais si jamais tu as une vie sociale qui est épanouie à côté, et ça, c'est vraiment quelque chose de très personnel, et si jamais le taf et la culture de boîte fait que tu as aussi une batterie sociale qui se remplisse, en tout cas à la mesure de ce que tu en as envie, au sein de la boîte. Moi, je pense vraiment, véritablement, j'ai jamais eu un exemple de quelqu'un où on s'est dit, genre, c'est un problème parce que la personne n'est pas compatible avec le remote. Ok. Quel est le mode de management à distance que vous avez adopté? Comme le recrutement, comme l'onboarding, c'est un mode de management que tu peux prendre en présentiel aussi. On a des one-one très réguliers, avec ton manager toutes les semaines, avec tes pairs, en général, c'est une fois toutes les 2 semaines. On fait des one-one très sur comment est-ce que tu te sens en ce moment, pas trop sur le taf en lui-même. Il y a d'autres points faits pour ça, mais généralement c'est plus asynchrone, c'est pas un moment de reporting. On pousse beaucoup sur la culture de feedback sain, donc radical candor, etc. Donc on a des perf reviews que tu fais tous les 6 mois. Tous les 6 mois, tu vas avoir un moment. En fait, c'est la personne qui se fait reviewer qui gère ça. Donc on a une template, un handbook où en gros on t'explique comment gérer ça, mais l'idée c'est que tu demandes au bon pair de donner des feedbacks sur tel ou tel aspect de ton taf. Ton manager collecte tout ça, te prépare ta performance review, donc ça arrive tous les 6 mois. Enfin, sur le sujet de comment manager, comment demander de la performance aux équipes en remote, évidemment, en fait, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir une grosse confiance dans la personne, dans la personne que tu manages. C'est-à-dire que le remote ne laisse pas cette opportunité, le top-down micromanagement en remote, en fait, ça devient très très rapidement plus une relation contractor. Enfin, tu vois, c'est plus de la collaboration. Et comment est-ce que tu gères ça? En vrai, c'est une relation que tu construis. C'est un mix qui est un peu subtil, où d'un côté, tu veux laisser énormément de liberté à la personne. Tu veux aussi lui donner des attentes extrêmement claires. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir la checker tous les jours. Enfin, si tu le fais, ça va a priori pas très bien marcher en remote. Mais par contre, tu veux que la personne soit capable de savoir si elle performe ou pas. Donc si tu attends 6 mois typiquement pour donner un feedback, c'est très négatif. Et je pense que c'est le cas aussi dans un bureau. C'est juste accentué en remote parce que tu n'as pas le body language de quelqu'un que tu vois tous les jours dans un meeting. Tu n'as peut-être pas les bruits de couloir, j'en sais rien. En tout cas, en remote, c'est vraiment très important d'être transparent à chaque one-one si jamais il y a quelque chose qui ne va pas bien, si jamais il y a une attente qui n'est pas résolue, etc. Donc ça te force juste à être plus explicite qu'en présentiel. Et avoir une ownership malgré tout très très distribuée. C'est-à-dire que si jamais tu vas dans les pattes de la personne pour faire son taf et que tu n'es pas sur la même time zone et que tu vois, genre vous avez vos bloqueurs dans la journée qui ne sont pas au même moment, etc. Enfin, en fait, c'est juste ingérable. Ok. Et quelles sont vos pratiques de capitalisation chez Slide? Eh ben, alors nous, c'est notre métier, on le fait en permanence. En fait, l'intégralité de la connaissance de Slide, en tout cas de l'intégralité de la connaissance qui est importante, c'est-à-dire le travail en cours et le travail qui a été validé, qui est vérifié, la connaissance qui doit être partagée au sein de la boîte et dans Slide. Et nous, on a une pratique où 99% de nos canaux Slide sont partagés en public. En public, dans le sens évidemment au sein de l'équipe.
on a quelques channels qui sont privés, tous les channels de one-one évidemment, donc tout ce qui est pour le coup vraiment entre les personnes, mais c'est plus des channels de travail. Et je sais pas, moi je vais avoir par exemple, je crois mon seul channel privé, ça va être Board, tu vois, genre mon truc d'investisseur, etc. La réalité c'est que la plupart en fait sont partagés avec l'équipe à la fin. Donc No Place to Be, donc c'est une agence de recrutement et d'accompagnement spécialisée dans le travail à distance, mais c'est avant tout en fait une communauté. Et au sein de cette communauté, des membres se posent la question de l'impact du remote sur l'environnement et l'impact carbone notamment. Qu'est-ce que tu en penses? Alors nous c'est un sujet qu'on a beaucoup poussé, je pense que c'est une très bonne question à se poser. La norme du remote, en fait le gros problème c'est que ce sujet n'est pas du tout suffisamment discuté. Quand tu dis ça commence à être, je pense qu'en plus ça arrive en France, mais quand tu regardes l'écosystème remote en global, on était il y a 1 mois et demi à une conférence Running Remote qui est une des grosses conférences remote et c'est un sujet que moi j'ai présenté comme un des gros challenges du remote et il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir en parlant et en fait ce qui est marrant c'est que j'ai été le seul à en parler. Et on avait déjà écrit des articles de blog plusieurs fois. On est en train de préparer je dis ça, c'est un side project qu'il faut qu'on finisse, mais qu'on utilise un interne qui est un peu dégueu, qui te permet un outil qui te permet de calculer le coût carbone que tu as en te réunissant selon la localisation de toutes les personnes et selon l'endroit que tu choisis, pour t'aider en fait à optimiser l'endroit que tu choisis, pas par rapport à est-ce que c'est cool et c'est j'en sais rien, Tahiti, mais plus par rapport à quelque chose qui soit en fait pas des structures pour la planète. Donc moi j'encouragerais vraiment toutes les personnes qui sont dans des contextes relativement proches géographiquement à se réunir au maximum, notamment en train, enfin d'ailleurs que en train. Mais le standard, la norme du remote, et en fait ce qui est un peu problématique, c'est ce qui excite un peu les gens, et d'ailleurs moi c'était le cas quand on a commencé Slide, et on n'avait pas du tout la même connaissance ou la même conscience par rapport aux problématiques en question. C'était le côté buffer, tu vois, il y a tout le monde autour du monde. Et leur retreat, une fois par an, c'est à Bali, c'est à Hawaï, tu vois, ça donne trop envie, tu vois tout le monde qui est sur une plage, tu te dis c'est génial, et puis tu as des gens de toutes les cultures et tout. Et nous, on a eu ça, on a ça encore, c'est génial d'avoir des gens de toutes les cultures, donc ça peut pas être quelque chose aussi, c'est normal en fait que ça donne envie. Mais en fait, on avait commencé, au bout d'un moment, on commençait à se dire, on voyait en fait le nombre de vols qu'on devait prendre, et on a commencé à vraiment réfléchir à ça. En 2019 ou 2018, on avait commencé à faire un bilan carbone sur l'année. Et on avait commencé à se dire, ok, là ça va encore, on a pas mal de Français, mais est-ce qu'on veut continuer à se développer comme ça? En 2019, on l'avait refait. On avait commencé à faire de l'offset carbone, mais qui est très très limité comme impact en réalité. Et en fait, quand le Covid a fini et qu'on a commencé à pouvoir voyager, là c'est devenu vraiment un gros sujet. Et en fait, on a commencé à mettre des calculateurs justement par rapport au lieu de réunion. Combien est-ce que ça nous coûtait, etc. Et là, en fait, on s'est rendu compte que si jamais on continue à grossir de la manière dont on allait grossir, on aurait 50% des gens aux États-Unis, 50% en Europe, grosso modo. Et en fait, à cette taille de boîte, ça ne marchait pas. Enfin, juste on explosait le budget carbone de tout le monde à l'année en faisant ça. Donc, ce qu'on a décidé de faire, et c'était une décision assez houleuse en interne, il y a beaucoup de personnes qui, en fait, n'ont pas le même care sur ce sujet-là. Ils vont dire non mais j'aime bien la planète, mais tu vois genre par contre moi je suis venu pour recruter des gens en Argentine par exemple, tu vois, genre j'avais des gens que je voulais recruter là-bas, ou bien genre bah ouais mais en fait moi je suis aux États-Unis, on me dit on va recruter principalement en Europe, je me sens lésé, tu vois. Donc ça c'est des sujets très très compliqués et c'est pour ça qu'il faut faire ce genre de réflexion très tôt, parce que là on a pu faire un rollback, on a pu se dire ok maintenant on veut avoir 90% de l'équipe en Europe. Si jamais on avait été un peu plus loin, je pense qu'on aurait moins pu le faire. Et évidemment pour le futur, là on n'est que 30, mais quand on sera de 100, 200 personnes, le but c'est de réfléchir aussi à des modèles de hub où tout le monde n'a pas besoin de se réunir tout le temps. Ton lien social, tu peux l'avoir sans avoir toute l'équipe au même endroit tout le temps, tu vois. Depuis plusieurs mois, beaucoup de dirigeants sont méfiants vis-à-vis du travail à distance et demandent notamment à leurs salariés, à leurs collaborateurs de revenir sur site. Certaines entreprises, telles que Salesforce par exemple, proposent à leurs collaborateurs d'effectuer des dons à des associations caritatives en échange de leur retour sur site et au prorata de leur jour sur site. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, alors je ne savais pas du tout ça, mais c'est absolument horrible. Mais je ne savais pas qui faisait ça. C'est un blackmail total quoi, genre c'est absolument, enfin ils ont qu'à faire ce don s'ils ont envie, mais pas en menace. Je trouve ça absolument genre aberrant et c'est très intéressant. Après le fait de pousser les gens à revenir au bureau, ça pour moi je trouve pas ça aberrant, il n'y a pas de souci.
Il faut avoir la bonne culture de boîte pour réussir à être vraiment bien en remote. C'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Toutes les boîtes qui ont dû le faire a posteriori d'avoir construit une culture, je pense que c'est extrêmement dur. Même pour une boîte full remote, tu vois, depuis quasiment l'inception pour nous, c'est dur. Et je pense que honnêtement, c'est quelque chose qui va devenir de moins en moins problématique. Je pense qu'on aura une deuxième vague avec la technologie qui se développe. Je pense notamment à des outils comme le nôtre, avec l'intelligence artificielle qui vient aider en fait le fait d'avoir le moins de problèmes de communication entre les équipes. Je pense qu'on ne se rend pas compte du niveau de révolution auquel on va faire face. Après, tu peux avoir aussi le côté un peu hardware physique. Donc, tu vois, le casque d'Apple, typiquement, ça montre aussi un peu ce que peut être le futur. Je ne sais pas si ça le sera, mais en tout cas, tu sens que tu peux avoir des barrières qui vont se briser comme ça et qui peuvent vraiment faire en sorte que ça devienne un no-brainer pour la deuxième vague de remote qui arrivera. Court terme, moi, ça ne me choque pas que des entreprises qui ne soient pas capables de gérer des équipes en remote le fassent pas. Par contre, ce que tu viens de dire, je trouve ça assez sidérant. D'oser dire si jamais tu reviens pas sur le site, ça veut dire c'est comme si tu donnais pas de l'argent à des enfants qui en ont besoin. Enfin, je trouve ça extrêmement malsain. Si tu devais échanger de vie avec une célébrité pendant une journée, qui choisirais-tu? Je pense à un humoriste, quelqu'un qui serait exposé à plein d'humoristes. Donc je pense, j'en sais rien, tu vois, Kian ou Pierre Ninet ou Jonathan Cohen, tu vois, ce genre de personnes où je me dis genre t'es avec des gens qui juste font taper des barres toute la journée.